Nous n'avons pas commandé pour ton fils, dit ma sœur en lui tendant un panier de pain pendant que ses enfants mangeaient des steaks à 100 $ et des desserts. Mon père a ajouté, tu aurais dû lui préparer quelque chose. J'ai juste souri et dit, notez. Quand le serveur est revenu, je me suis levée et j'ai annoncé, j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte à nettoyer les dégâts de ma sœur, financiers, émotionnels, je me suis même occupée de ses enfants pendant ces fugues d'urgence de dernière minute. Je l'ai fait sans beaucoup de remerciements, entendant toujours la même rengaine de nos parents. Elle traverse une période difficile. Comme si ce n'était pas mon cas, la vie de Sophie a toujours été une succession de drames. Mais elle parvient toujours à retomber sur ses pieds parce que quelqu'un d'autre la rattrape toujours. Habituellement moi et nos parents. Ils agissent comme si elle était cette créature fragile et impuissante qui ne pouvait être tenue responsable de quoi que ce soit. Pendant ce temps, je suis la personne fiable, la personne stable, celle qui n'a jamais de répit. Alors, quand j'ai proposé de payer le dîner du 40e anniversaire de nos parents, une soirée que j'espérais sincèrement être une réunion paisible, c'était un grand pas. J'ai réservé le meilleur restaurant de steak de la ville, organisé une salle privée et prévu de leur faire la surprise avec une photo encadrée de leur mariage que j'avais restauré. Il ne s'agissait pas de faire une déclaration. Je voulais juste une soirée où tout le monde s'assoirait, partagerait un repas et agirait comme une famille. Au lieu de cela, je suis entrée dans un peloton d'exécution d'indifférence. Nous sommes arrivés 5 minutes en avance. Mon fils Léo me tenait la main en entrant, excité de sa manière timide et silencieuse. Il n'arrêtait pas de demander si c'était bien de commander un dessert. Je lui ai dit qu'il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. À l'intérieur, Sophie et sa famille étaient déjà attablés. Antoine buvait déjà. Leurs garçons jouaient bruyamment à un jeu sur leur tablette. Sophie ne s'est pas levée. Elle s'est contentée de regarder par-dessus son épaule et de dire « Oh, salut ». Ma mère m'a donné une étreinte distraite. Mon père est resté assis et m'a à peine reconnu. Personne n'a demandé comment allait Léo. Personne n'a même regardé le sac que je tenais avec leurs cadeaux. Nous nous sommes assis. J'ai aidé Léo à déplier sa serviette et j'ai commencé à regarder le menu avec lui. Il a pointé du doigt les nuggets de poulet et a souri. J'étais sur le point d'interpeller le serveur quand Sophie s'est penchée, a tiré le panier de pain vers Léo et a dit « Nous n'avons pas commandé pour ton fils ». Elle l'a dit comme si c'était normal. J'ai cligné des yeux. J'ai pensé qu'elle avait peut-être mal compris, mais mon père a alors chimé, comme si c'était évident. Tu aurais dû lui préparer quelque chose si tu savais qu'il aurait faim. Ce fut le moment. Pas seulement les mots, le ton désinvolte. La façon dont le visage de Léo s'est légèrement affaissé. Le silence de ma mère qui n'a même pas levé les yeux de son eau. Le petit sourire suffisant de Sophie, comme si elle avait marqué un point. Je suis restée là quelques secondes et j'ai réalisé quelque chose que j'aurais probablement dû accepter il y a des années. Il ne changerait pas, mais je le pouvais. J'ai fait signe au serveur. Quand il est arrivé, je me suis levée et j'ai dit « Veuillez annuler toutes les commandes qui n'ont pas encore été envoyées en cuisine. Et mettez tout ce qui est en route sur la note de mon père. C'est son anniversaire après tout. On aurait entendu voler une mouche. » Puis j'ai regardé à nouveau le serveur et j'ai ajouté « De plus, mon fils prendra le faux filet saignant avec le mac and cheese à la truffe et un coca. Faites vite, s'il vous plaît. » Antoine toussa comme s'il avait mal avalé sa boisson. Sophie me fixait comme si elle n'en croyait pas ses oreilles. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. L'oncle Bernard a laissé échapper un seul rire, lent et grave. La tante Denise n'a même pas essayé de cacher son sourire. Le serveur a hoché la tête et est parti. Je me suis assise comme si de rien n'était et j'ai donné un graissin à Léo. Il l'a pris, toujours silencieux, mais je pouvais le voir. Il savait que j'avais pris sa défense. Le dîner a continué, mais l'ambiance avait changé. Les enfants de Sophie se plaignaient du retard de leur commande. Antoine lui chuchotait à l'oreille. Mes parents continuaient de se regarder comme s'ils essayaient de décider s'ils devaient dire quelque chose. Je m'en fichais plus. Mon père a regardé la note comme si c'était une insulte. Il n'a pas dit merci. Il ne m'a même pas regardé.
En nous levant pour partir, j'ai donné la photo encadrée du mariage au serveur et lui ai demandé de la poser sur la table une fois que nous serions partis. J'ai attrapé la main de Léo. En sortant, j'ai accidentellement heurté le plateau des desserts. Une assiette s'est brisée. Je ne me suis pas excusée. Cette nuit-là, mon téléphone a explosé. Appels, messages vocaux. Tous étaient en colère. Sophie demandait quel était mon problème. Mon père exigeait que je le rembourse. Ma mère disait que je les avais embarrassés. J'ai ignoré tous les messages jusqu'au lendemain où ils ont dit qu'ils venaient. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Ils n'avaient même pas envoyé de SMS d'abord. Ils se sont juste garés dans mon allée comme si c'était leur maison et ont marché droit vers les marches. Mes parents et Sophie. Antoine était suspectement absent. Probablement une bonne idée de sa part. Il semblait toujours disparaître quand de vraies conversations devaient avoir lieu. Léo les a vus à travers la fenêtre avant moi. Il n'a rien dit, s'est contenté de me regarder avec cette même expression fatiguée que j'avais commencé à reconnaître en moi. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas essayé de ranger la maison ou d'arranger les choses. J'ai juste pris mon téléphone et j'ai appelé l'oncle Bernard. Ils sont là, j'ai dit. Nous arriverons dans 10 minutes, a-t-il répondu. Pas de questions, pas de drame, comme toujours. J'ai ouvert la porte d'entrée avant qu'il ne puisse sonner. Ma mère est entrée la première comme si elle était chez elle. Sophie a suivi, les bras croisés, la mâchoire serrée. Mon père était le dernier, tenant une enveloppe en papier brun comme si c'était un contrat qu'on allait me signifier. Personne n'a dit bonjour. Personne n'a regardé Léo, qui était assis sur le canapé faisant semblant de jouer sur sa Switch, mais écoutant chaque mot. Sophie a ouvert la bouche dès qu'ils furent tous à l'intérieur. Tu as embarrassé toute la famille hier soir. Elle l'a dit comme si c'était un fait, comme si j'avais ruiné un rituel sacré en refusant que mon fils soit traité comme un chien errant mendiant à la table. Je n'ai pas répondu. Ma mère est intervenue. Tu as fait une scène. Tu as manqué de respect à ton père. Nous n'avons jamais été aussi humiliés en public. C'était risible. Ce sont les mêmes gens qui ont eu une dispute retentissante chez Chiliès pour un coupon oublié. Mais bien sûr, j'étais la honte. Mon père a posé l'enveloppe sur le comptoir et l'a tapotée. C'est la facture de la salle privée du restaurant. 1000 $. Puisque tu as failli à ta responsabilité, nous nous attendons à ce que tu paies ta part. L'assurance était folle. Je n'ai pas touché l'enveloppe. J'ai juste dit, attendez ici. Et je suis partie. 2 minutes plus tard, la porte latérale s'est ouverte et l'oncle Bernard et la tante Denise sont entrés. Ils n'ont pas non plus pris la peine de dire bonjour. Ils savaient de quoi il s'agissait. Le sourire de ma mère est tombé dès qu'elle les a vus. Sophie a marmonné quelque chose à voix basse. Mon père avait l'air d'avoir avalé quelque chose de travers. Je suis retournée à la cuisine et me suis tenue en face d'eux. J'ai décidé que j'arrêtais de soutenir Sophie, j'ai dit. Pas de préambule, pas d'excuses, juste la vérité. Ce n'est pas mon enfant. Je ne suis pas son filet de sécurité. Je couvre la moitié de son loyer depuis près d'1 an. Ça s'arrête aujourd'hui. Si elle et Antoine veulent rester dans leur appartement, Antoine devra compenser ou elle devra déménager. Sophie a commencé à hausser le ton, mais je ne l'ai même pas regardée. Ma mère s'est tournée vers l'oncle Bernard, essayant de l'impliquer, disant qu'il devrait rester en dehors des affaires privées de la famille. Denise est intervenue avant qu'il ne puisse répondre. Il n'a pas crié. Elle n'a même pas haussé le ton. Elle a calmement énuméré tout ce que j'avais fait pour Sophie au fil des ans, l'argent, la garde d'enfants, le travail émotionnel, puis a posé une simple question. Quand est-ce que l'un de vous a aidé Linda pour la dernière fois? Personne n'a répondu. J'ai finalement pris l'enveloppe, l'ai ouverte et j'ai parcouru la facture. 1000 $ exactement. Voici ce que je vais faire, ai-je dit. Je vais vous donner 500 $, pas par obligation, mais par pure mesquinerie, juste pour m'assurer que je peux dormir cette nuit en sachant que vous n'avez pas tout eu. La main de mon père a frappé le comptoir. Le visage de ma mère s'est tordu dans un mélange de tristesse et de rage. Sophie avait l'air sur le point de me bondir dessus.
Dehors, ai-je dit. Ils n'ont pas bougé, alors je suis allée à la porte et je l'ai ouverte. Je suis restée là, silencieuse. L'oncle Bernard s'est également levé. C'était suffisant. Ils sont partis en marmonnant et en claquant la porte en sortant. Je n'ai rien dit. J'ai juste verrouillé la porte derrière eux et je suis restée là pendant un moment. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas de la joie. C'était juste le silence. Une rupture nette. Je pensais que c'était la fin. Mais les jeux ne faisaient que commencer. Tout a commencé par les appels téléphoniques. D'abord de ma mère, puis de Sophie, puis de mon père. Messages vocaux, textes, longs messages Facebook. Tous variaient dans leur degré de culpabilité, de manipulation et d'insultes pures et simples. J'ai tout ignoré. Pendant 2 jours, rien de ma part. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas demandé pardon. C'est alors qu'a commencé l'autre type de vengeance. Sophie a posté un long statut vague sur Facebook. Quelque chose à propos de certains membres de la famille qui pensent être meilleurs que tout le monde. Elle a dit qu'elle était reconnaissante d'avoir été élevée par de vrais parents qui lui ont appris l'amour, pas l'orgueil. Beaucoup de « j'aime ». J'ai reçu des commentaires de sympathie. Quelques personnes m'ont envoyé des messages privés pour demander ce qui s'était passé. Je n'ai rien dit. Puis il y a eu les appels à l'école de Léo. Une semaine plus tard, j'ai reçu un appel du bureau disant que quelqu'un avait signalé une préoccupation concernant le bien-être émotionnel de Léo. Anonyme, bien sûr. Je savais exactement qui c'était. Ils étaient capables de tout. Le conseiller scolaire a rencontré Léo, a dit qu'il semblait bien, intelligent, calme, respectueux, pas de signaux d'alerte. J'ai dit au conseiller qu'il y avait des problèmes familiaux, et elle a hoché la tête comme si elle avait déjà entendu ça. Puis il y a eu le SMS de groupe. Ma mère a créé un nouveau fil de discussion avec la famille élargie. Les tantes, les oncles, les cousins ont dit qu'elle était profondément attristée qu'une de ses filles coupe les ponts avec la famille sans raison. Elle ne m'a jamais nommée, mais elle n'en avait pas besoin. L'oncle Bernard a répondu une seule phrase. Nous savons exactement ce qui se passe. Sophie a quitté la conversation 10 minutes plus tard. Puis, sans crier gare, Antoine m'a appelé. Je n'avais même pas son numéro enregistré. J'ai laissé aller en message vocal. Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec la façon dont tout le monde gérait les choses, mais qu'il voulait rester neutre et espérait que cela ne signifiait pas que nous coupions les enfants les uns des autres. Comme si Léo était le problème. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Et puis 10 jours après le dîner, mon père s'est présenté à mon travail. Il est entré dans le hall comme s'il faisait juste des courses. Il a dit à la réceptionniste qu'il était là pour déposer quelque chose. Quand je suis sortie, il m'a tendu une photo imprimée. C'était du dîner. Quelqu'un avait pris une photo sur le vif de moi debout, Léo me regardant, tout le monde en arrière-plan soit choqué, soit figé. Mon père s'était entouré au marqueur rouge et avait écrit « C'est toi qui as embarrassé ». Je n'ai pas pris la photo. Je lui ai dit de partir. Il n'a rien dit, il est juste sorti. Cette nuit-là, je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai enfin laissé ressentir tout cela. Pas la tristesse, l'incrédulité que ces gens étaient ma famille, que c'était la réponse à ma défense de mon fils. J'aurais pu tout réduire en cendres à ce moment-là. Tout jeter, mais je ne voulais pas d'une guerre. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai fait un dernier effort. Une lettre manuscrite. Simple. Je l'ai postée à la maison de mes parents et une autre à Sophie. J'ai dit que je voulais la paix. Que je ne cherchais pas à traîner les choses, mais que je ne serais plus coupable, blâmée ou manipulée. Que s'il voulait aller de l'avant, cela devait être mutuel, respectueux, honnête. Aucune réponse. Une semaine passa. Puis je l'ai vu. Une autre publication, cette fois du compte de ma mère. Une photo d'elle, Sophie et les enfants de Sophie souriant, se serrant dans les bras, légendés, la famille, c'est tout, même si certains oublient ce que cela signifie. C'était la goutte d'eau. J'étais fatiguée d'être celle qui se taisait. J'étais prête à riposter.
Je n'ai pas ressenti de colère en voyant cette photo de ma mère et de Sophie souriant sur Facebook. J'ai ressenti quelque chose de pire. Un vide. C'était comme regarder des gens que je connaissais autrefois prétendre être une famille qui n'a jamais existé. Et la légende, la famille, c'est tout. Même si certains oublient ce que cela signifie, a été le dernier coup de pouce dont j'avais besoin. Je n'allais pas répondre émotionnellement. Pas de discours enflammés, pas de drame. J'allais laisser la vérité faire le travail à ma place. Alors, j'ai commencé à rassembler. J'ai envoyé un courriel à mon propriétaire et j'ai demandé toute la documentation relative au paiement de mon loyer pour l'appartement de Sophie. Il me l'a envoyé dans l'heure, ligne par ligne, mois par mois. 7 mois de loyer partiel, le total de $5,700. Je l'ai imprimé, surligné les paiements, joint un bref résumé, et l'ai envoyé à Sophie dans une enveloppe plate en papier brun. Pas de notes, pas de message, rien de plus. 12 minutes plus tard, elle m'a envoyé un SMS avec une capture d'écran de son solde Venmo, $34. Et seulement 4 mots, mène-moi au tribunal alors. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posté anonymement dans un groupe de parents privés où je suis. De vraies mamans, de vraies histoires. J'ai demandé, pardonneriez-vous à votre sœur si elle vous prenait de l'argent pendant 7 mois, mentait, puis vous humiliait publiquement pour avoir posé une limite? Les réponses ont été écrasantes. Des centaines de commentaires. La plupart étaient en colère à ma place. Certaines partageaient des histoires étrangement similaires. Une femme a même dit, j'ai essayé de pardonner à la mienne. Je nettoie encore le désordre qu'elle a laissé. Mais ce qui m'a secoué est arrivé plus tard dans la nuit. Une femme que je ne reconnaissais pas m'a envoyé un message privé. Elle a dit qu'elle travaillait autrefois avec Sophie dans une société de marketing numérique. Elle a affirmé que Sophie avait inventé une fausse plainte aux ressources humaines pour la faire rétrograder après un léger désaccord. Elle a perdu son emploi 3 mois plus tard. Je ne l'ai pas cru au début jusqu'à ce qu'elle m'envoie une photo d'une fête. Sophie, au bord de la piscine, un verre de vin à la main, souriant dans une robe de créateur. L'horodatage datait du week-end même où Sophie m'avait dit qu'elle était complètement fauchée parce qu'Antoine avait été transporté à l'hôpital. Elle m'a même demandé de l'argent ce jour-là et je lui ai envoyé $200. Je n'ai pas répondu à la femme, mais j'ai tout sauvegardé. Le lendemain, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. En dégageant de l'espace dans le garage, j'ai trouvé une vieille boîte de mon enfance. À l'intérieur se trouvaient des albums photos poussiéreux, des dessins au crayon en vrac et quelques cartes d'anniversaire que ma mère avait conservées. Au fond se trouvait une enveloppe qui n'avait pas sa place. Elle était adressée à mon père par ma mère. La date était il y a près de 22 ans, une semaine après la naissance de Sophie. C'était manuscrit. Je n'étais pas censée le voir. Dans la lettre, elle parlait de la fatigue qu'elle ressentait après la naissance, de son accablement, mais ensuite, ça s'est assombri. Elle a dit qu'elle ne voulait pas d'un autre enfant, qu'elle était satisfaite d'un seul. Elle m'a appelé, une surprise à laquelle elle n'était pas préparée, puis est arrivée la partie qui m'a figée. Je ne pense pas que je me lierai jamais avec ce nouveau bébé. J'ai l'impression de faire semblant. Je suis trop fatiguée pour essayer. Il parlait de moi. Je suis restée assise par terre pendant 1 heure à la fixer. Je n'arrêtais pas de penser à chaque fois que j'avais dû gagner son amour, supplier pour son attention, m'asseoir dans l'ombre du chaos de ma sœur en faisant semblant que tout allait bien. Ce n'était pas dans ma tête. C'était là depuis le début. Cette nuit-là, après que Léo se soit endormi, j'ai versé un verre de vin et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai écrit un seul email, pas émotionnel, juste des faits. J'ai listé l'argent que j'ai payé, les messages que j'ai reçus, les mensonges de Sophie, la manipulation, et ensuite j'ai joint une photo de la dernière page de la lettre. Juste un paragraphe. Je ne pense pas que je me lierai jamais avec ce nouveau bébé. J'ai l'impression de faire semblant. Je suis trop fatiguée pour essayer. J'ai appuyé sur envoyer. Pas de ligne d'objet, pas de signature, juste la vérité. Puis j'ai bloqué tout le monde. Tous les numéros, tous les emails, tous les comptes. Je ne l'ai pas fait par vengeance. Je l'ai fait pour la paix. Mais la paix n'a jamais été leur objectif.
Et en moins de 48 heures, ils ont trouvé un nouveau moyen de s'en prendre à moi, un que je n'avais pas vu venir. Le coup à la porte ne m'a même pas alerté. Il était 14h40. Je venais de terminer un appel professionnel et j'étais à mi-chemin du pliage du linge de Léo. J'ai pensé que c'était Amazon ou peut-être un des voisins qui déposait du courrier mal livré. Je ne m'attendais pas à deux femmes en civil montrant des badges. Service de protection de l'enfance, a dit l'une d'elles. J'ai regardé pendant une seconde en pensant qu'elle s'était trompée de maison, mais non, elles m'ont appelé par mon nom. Quelqu'un avait soumis un rapport, anonyme, bien sûr, disant que je laissais Léo seul à la maison pendant de longues périodes, qu'il semblait retiré et possiblement négligé. Je ne peux même pas décrire le sentiment, comme de la glace qui glisse le long de votre colonne vertébrale pendant que votre cœur essaie de sortir de votre poitrine. Mais je n'ai pas paniqué. Je les ai fait entrer. Elles étaient professionnelles, prudentes, pas accusatrices. Elles ont regardé autour d'elles, vérifié le réfrigérateur, cherché des signes de négligence. Elles ont posé des questions, ont même parlé à l'école de Léo ce même jour. Le rapport ne correspondait pas à la réalité. Évidemment, la chambre de Léo était propre, remplie de livres et de jeux. Ses professeurs leur ont dit qu'il était bien élevé, qu'il se portait bien en classe, qu'il aidait même d'autres enfants quand ils avaient du mal. Le réfrigérateur était plein. Son emploi du temps était structuré. Et pourtant, un tel rapport ne disparaît pas simplement. Il reste dans le système. Son école avait maintenant un dossier. La directrice, bien que sympathique, a dû ajouter une note officielle. Juste pour information, m'a-t-elle dit. Même les rapports non fondés peuvent déclencher des escalades automatiques s'il y a un deuxième appel. C'est à ce moment-là que j'ai su que ce n'était pas un appel à l'attention. Ce n'était plus du drame familial. C'était la guerre. Je suis rentrée à la maison et je me suis assise en silence pendant plus d'1 heure. Je fixais le tapis en pensant. Puis j'ai appelé l'oncle Bernard. Je lui ai tout dit. La visite, les questions, la façon dont la travailleuse sociale s'est excusée en partant parce qu'elle savait que c'était une perte de temps. Il n'a pas réagi comme je m'y attendais. Il n'est pas devenu furieux. Il a juste dit, c'était le tir d'avertissement. Tu dois bouger. Alors, je l'ai fait. J'ai ressorti les reçus, les relevés de loyer, les captures d'écran Venmo, les photos de fête de Sophie se prélassant au bord de la piscine, sirotant du vin le même week-end où elle a dit qu'Antoine était à l'hôpital et m'a supplié d'aide. J'ai tout imprimé. J'ai organisé le tout en dossier. J'ai même déterré de vieux messages où elle me remerciait de l'avoir encore sauvé. Et puis, en fouillant dans une boîte de documents, j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié. Une carte manuscrite, pour le 2e anniversaire de Léo, de Sophie. Elle disait, « Merci d'être toujours la personne stable. Je m'effondrerais sans toi. » Littéralement. Ça a aussi été dans le dossier. Puis est arrivée la mise en demeure. Mon avocat a été rapide. Elle avait déjà vu des cas comme celui-ci, où des familles utilisaient de faux rapports comme arme pour forcer quelqu'un à revenir sous contrôle. Nous en avons envoyé une à Sophie, une à ma mère, une à mon père. Chaque lettre détaillait le harcèlement, les diffamations en ligne, la fausse accusation auprès des services de protection de l'enfance, la dette impayée. Elle clarifiait les choses. Un autre mouvement comme celui-là, et nous allions porter plainte. Puis l'inattendu s'est produit. Antoine m'a envoyé un message. Je ne savais même pas que je ne l'avais pas bloqué. Il a envoyé une chose, une capture d'écran d'un transfert bancaire. 2850 $, exactement la moitié de ce que j'avais payé pour leur loyer. Pas de note, pas d'excuse, juste la transaction. Quelques minutes plus tard, un autre message est arrivé. Je lui ai dit d'arrêter. J'ai emménagé. Fais ce que tu as à faire. Je l'ai regardé pendant longtemps. Antoine était sans colonne vertébrale, mais ça, c'était lui qui sautait du navire. Denise m'a appelé 2 jours plus tard. Elle a dit qu'elle avait croisé ma mère à l'épicerie. Elle m'a dit que ma mère avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle a dit qu'elle marmonnait toute seule dans le rayon pâtisserie à propos de moi détruisant la famille. Mais Denise n'a pas accepté ça. Elle a dit à ma mère que Linda n'avait rien détruit.
Elle avait juste enfin arrêté de jouer ton jeu. D'autres messages ont suivi. Une cousine à qui je n'avais pas parlé depuis 4 ans m'a contacté. Elle a dit que Sophie lui avait emprunté $600 il y a 6 mois. Promis de les rembourser en 1 semaine, puis l'a bloqué. Elle a vu mon nom dans les commentaires Facebook et a assemblé les pièces du puzzle. Une autre tante a dit qu'elle avait une fois conduit 2 heures pour aller chercher Sophie après une dispute avec Antoine et n'avait même jamais eu un merci. Plus je m'éloignais, plus les histoires affluaient. Il s'est avéré que je n'étais pas la seule qu'elles avaient drainée. J'étais juste la dernière à dire stop. Mais ce n'était pas fini. J'étais enfin plus libre, pensais-je, jusqu'à ce que 2 semaines plus tard, une lettre arrive. Pas de Sophie, pas de mes parents, de leur avocat. Et il y avait une phrase qui m'a retourné l'estomac. Nous poursuivons des droits de visite pour Léo. Ils étaient sur le point de légaliser ça. Ils s'en prenaient à mon fils. L'enveloppe n'était pas épaisse, mais elle semblait lourde. Plus lourde que tous les messages, toutes les insultes, toute la manipulation. À l'intérieur se trouvait une page, une lettre de leur avocat, l'avocat de mes parents. Ils déposaient une demande de droit de visite des grands-parents. Ils ont dit que je leur refusais l'accès à Léo par dépit. Que j'endommageais son développement émotionnel, que j'avais brusquement et sans raison coupé tous les liens avec sa famille élargie. Ils ont eu le culot de dire que c'était dans le meilleur intérêt de Léo de les voir. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de me sentir blessée et que j'ai commencé à me sentir dangereuse. J'ai appelé mon avocat immédiatement. Elle l'a lu, a fait une pause et a dit sèchement, ils n'ont aucun cas. La loi de l'Arizona est claire. Ils n'ont aucun motif. Mais elle a aussi dit autre chose. Ce n'est pas légal. C'est personnel. Ils utilisent les tribunaux pour vous effrayer, pour vous épuiser. Et c'est là que ça m'a frappé. Il ne s'agissait pas de voir Léo. Il ne se souciait pas de son bien-être. Il l'avait ignoré au dîner. M'avait dit que j'aurais dû lui préparer quelque chose. Lui ont donné un panier de pain pendant que leurs enfants mangeaient des steaks à $800. Il s'agissait de contrôle, de me rappeler que peu importe à quel point je m'éloignais, il pouvait toujours trouver un moyen d'entrer. Ce week-end-là, j'ai tout mis en ordre. D'abord, j'ai déposé une réponse formelle par l'intermédiaire de mon avocat. Nous n'avons pas seulement rejeté leur demande. Nous avons joint des preuves, des captures d'écran, des messages, des photos, des reçus, le rapport des services de protection de l'enfance qui avait été clos sans conclusion, tout cela. Ensuite, j'ai recontacté l'école de Léo et ajouté une documentation formelle. J'ai soumis une liste d'individus restreints. Mes parents et Sophie étaient désormais interdits de tout accès à l'école. Pas de récupération, pas de bénévolat, rien. Puis j'ai fait changer les serrures. Je ne me suis pas arrêtée là. J'ai mis à jour mon testament. Denise et l'oncle Bernard étaient désormais les seuls tuteurs légaux de Léo si quelque chose m'arrivait. Je leur ai donné accès à mes documents juridiques, à mes comptes bancaires, à tout. Et enfin, j'ai passé un dernier appel à une amie qui travaillait dans la modération des médias sociaux. Je lui ai demandé s'il était possible de suivre l'adresse IP qui avait soumis le premier signalement des services de protection de l'enfance. Anonymement. Elle n'a pas pu confirmer grand-chose, mais ce qu'elle a dit était suffisant. Disons que cela venait d'un quartier familier. Sophie, ils ont essayé de me ruiner avec les services de protection de l'enfance. Ça n'a pas marché. Alors maintenant, ils essayaient d'utiliser les tribunaux, mais ce n'était pas un jeu que j'allais perdre. La nuit précédant le rejet officiel du dépôt judiciaire, j'ai écrit un dernier message. Il n'a pas été envoyé par email. Il a été imprimé. Je l'ai posté. Une copie à mes parents, une à Sophie. Voici ce qu'il disait. C'est la dernière fois que vous entendrez parler de moi. Je vous ai donné des décennies de chance. Je vous ai aidé. Je vous ai protégé. Je suis restée silencieuse. J'ai joué le jeu. Vous m'avez remboursé par trahison, mensonge et maintenant menace légale visant mon enfant. Vous n'êtes plus ma famille. Si vous essayez de me contacter ou de contacter Léo à nouveau, je demanderai une ordonnance de protection. Si vous vous présentez à ma porte, j'appellerai la police. Si vous tentez à nouveau de vous impliquer dans ma vie, je rendrai chaque détail public.
Nous avons terminé pour de bon. Puis j'ai bloqué leurs numéros, bloqué leurs emails, supprimé les contacts mutuels, et je les ai effacés. Pas par colère, mais par survie. Je pensais que je me sentirais vide. Je pensais que je ferais le deuil, mais je ne l'ai pas fait. J'ai emmené Léo camper le week-end suivant. Juste nous deux. Pas de téléphone, pas de bruit, juste des arbres, le ciel et le calme. Il a fait griller un guimauve, a souri et a dit « Tu sembles plus heureuse ». Je l'étais. Nous étions enfin en sécurité, enfin libres. Et peu importe ce qui allait suivre, je savais une chose avec certitude.